Europe 1. Le journal de 6h présenté par Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La mort de 2 pilotes lors d'une collision entre des avions de chasse en Meurthe-et-Moselle hier. Un élève et son instructeur qui étaient à bord du même Rafale, alors en plein exercice de combat, de retour d'une mission de ravitaillement en Allemagne. Les 2 avions rejoignaient la base aérienne de Saint-Dizier au moment du drame. Mélina Fachin. Il est environ 12h30 hier lorsque les 2 Rafales entrent en collision. Dans la commune toute proche d'Autreville, Christian, retraité de l'armée de l'air, se trouve alors dans son verger. Le ciel était noir. J'ai entendu les 2 avions. Subitement, j'ai entendu un fort bruit de collision et tout de suite après, une explosion. Et là, j'ai vu une énorme boule de feu qui est descendue et puis une immense fumée qui est montée en l'air et tout. Voir 2 Rafales qui se rencontrent comme ça, c'est quand même incroyable. C'est triste, quoi. Le pilote d'un des 2 appareils arrive à s'éjecter. Il est blessé mais sain et sauf. En revanche, les 2 pilotes de l'autre avion décèdent dans l'accident. Hier, 200 gendarmes et une 50aine de pompiers ainsi que des hélicoptères étaient partis à leur recherche durant de longues heures. Les 2 Rafales de la base aérienne de Saint-Dizier dans les Vosges revenaient d'une mission d'entraînement, de ravitaillement en Allemagne. On ne sait pas encore ce qui a causé cet accident. 2 enquêtes distinctes ont été ouvertes. Autreville, Mélina Fachin, Europe 1. Les accidents impliquant des Rafales sont rares. Les précédents remontent à 2007 et 2009. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est attendu aujourd'hui à la base aérienne 113 de Saint-Dizier, celle donc où étaient rattachés les 2 pilotes. Emmanuel Macron est dans le Var aujourd'hui où il préside les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Très friand de commémoration, c'est l'occasion pour le président de gagner du temps sur le terrain politique. Et pour cause, la trêve olympique est terminée. Il avait lui-même fixé la semaine du 15 août pour nommer un Premier ministre, mais pas d'annonce en vue pour l'instant. Mayalène Trémollet, Emmanuel Macron joue la montre. Emmanuel Macron enchaîne les commémorations, les hommages historiques et tente de prolonger la trêve olympique installée depuis plusieurs semaines. Dès lundi, quelques heures seulement après la cérémonie de clôture des Jeux, le chef de l'État était à la préfecture de Paris pour commémorer les 80 ans de sa libération. Ce matin à Saint-Raphaël, puis cet après-midi à Toulon, il rend hommage aux Alliés débarqués en Provence en 1944, avant d'assister samedi, comme chaque année, à l'anniversaire de la libération de la commune de Bormes-les-Mimosas, commune où est située la résidence présidentielle, le fort de Brégançon. Quelques jours après l'euphorie des Jeux, cette séquence mémorielle tombe à pic pour Emmanuel Macron, alors que les tentatives d'alliance se multiplient en vain du côté des parlementaires, que du côté des oppositions, la gauche tente de faire pression sur le chef de l'État pour qu'il désigne rapidement le successeur de Gabriel Attal. Rien ne laisse présager une annonce dans les prochains jours, puisque le président ne semble pas beaucoup plus avancé qu'avant les Jeux. Et si les noms de Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve ou encore l'ancien ministre et commissaire européen Michel Barnier circulent encore, pour Emmanuel Macron, l'heure semble toujours à la réflexion et au devoir de mémoire. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe. Un premier rendez-vous pour le président aujourd'hui à 9h à Saint-Raphaël en présence d'autres chefs d'État, notamment une importante participation africaine. L'occasion pour le président de faire aussi de la diplomatie en plein épisode de crise entre Alger et Paris. La diplomatie française au travail également au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères est attendu au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné doit rencontrer le premier ministre libanais Najib Mikati ainsi que le président du Sénat, une visite comme énième tentative de désescalade au moment où les Libanais craignent une propagation du conflit dans le pays alors qu'Israël menace d'entrer directement en guerre au Liban face aux attaques du Hezbollah. Et le déplacement de Stéphane Séjourné intervient au moment même où reprennent les négociations entre Israël et le Hamas, rendez-vous diplomatique au Qatar pour tenter de relancer un accord de cessez-le-feu à Gaza après 10 mois de guerre auquel le Hamas a longtemps hésité à participer après la mort de son principal négociateur dans un bombardement israélien à Téhéran, Ismail Haniyeh. Des négociations portées aussi par les États-Unis qui estiment arriver au bout de leur médiation alors que la perspective d'un véritable accord semble de plus en plus difficile à trouver. À Washington, la correspondance d'Anne Toulouse. Je ne renonce jamais, a dit Joe Biden, mais le plan de cessez-le-feu qu'il a présenté il y a 2 mois et demi est à chaque fois contrecarré par les événements. Les émissaires des États-Unis sillonnent la région en permanence et pour la réunion de ce jeudi, ils doivent envoyer, une fois de plus, leur super négociateur, le patron de la CIA, William Burns. Cette session se déroule sous la menace d'une attaque massive de l'Iran après l'assassinat sur son sol du leader du Hamas. La reprise des négociations pourrait avoir un double effet, ou bien précipiter une action de l'Iran, ou bien les
éviter, comme l'espère Joe Biden, si un cessez-le-feu était annoncé. Le président n'a plus que 5 mois devant lui et une influence diminuée pour assurer un accord de paix qu'il voudrait laisser comme la marque de son mandat. La semaine prochaine, la Convention démocrate va exposer les dissensions du parti sur le conflit israélo-palestinien. L'annonce que l'administration Biden, dans un geste à l'égard d'Israël, vient d'approuver un contrat sur la livraison à long terme de 20 milliards de dollars d'armement risque d'envenimer ce débat interne. L'une des correspondantes d'Europe 1 aux États-Unis, Anne Toulouse. L'actualité internationale, c'est aussi l'ouverture de ces couloirs humanitaires dans la région russe de Koursk, annonce de l'Ukraine après son importante contre-offensive en Russie. Elle contrôle plus de 74 localités dans la région. Ces couloirs humanitaires censés permettre l'évacuation des civils de la région en direction de la Russie comme de l'Ukraine. Kiev, qui suite à sa contre-offensive, affirme vouloir créer une zone tampon dans la région de Koursk pour se protéger des bombardements russes. Europe 1, il est 6h07. En France, une semaine après la mort d'un jeune homme en boîte de nuit à Grenoble, le principal suspect mis en examen est placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon les informations du Dauphiné libéré, la victime entrait en discothèque quand elle a été frappée à la tête avec une bouteille. Si le jeune homme n'a pas perdu connaissance, il est mort quelques heures plus tard, retrouvé par ses amis dans sa chambre. Les enquêteurs estiment que c'est bien ce coup qui a causé son décès. La rentrée scolaire, c'est dans moins de 3 semaines et c'est déjà la course aux fournitures qui débute. Trousses, cahiers, règles, manuels, des achats qui pèsent sur votre porte-monnaie, même si le budget moyen pour les fournitures est en légère baisse cette année, moins 6,8% selon un rapport publié hier par la Confédération syndicale des familles. Une baisse, oui, Tiffaine Dubuart, mais avec de fortes disparités selon l'âge des enfants. Oui, avec une baisse significative pour les collégiens, moins 12,7% par rapport à l'année dernière. Vient ensuite le lycée, 398 € de budget moyen contre 427 en 2023. Seule hausse, l'école élémentaire, plus 2,6%. Des chiffres qui s'expliquent d'abord par une baisse des prix des fournitures scolaires, mais pas seulement. Les familles changent aussi leurs habitudes de consommation, selon Julie Martin, chargée de mission sur le coût de la scolarité pour la CSF, la Confédération en charge de l'étude. Les familles ont clairement mis en place des stratégies pour faire baisser la note, réemployer, ne pas forcément acheter quelque chose qui peut leur paraître pas forcément indispensable ou reporter l'achat, comparer, trouver des promotions, multiplier les lieux d'achat. Parmi les dépenses les plus importantes, on retrouve l'équipement sportif, maillot de bain, jogging, basket, compté 80 à 120 € en moyenne par enfant. Des sommes d'autant plus significatives que, selon l'étude, 18% des parents interrogés indiquent avoir acheté des fournitures n'ayant jamais été utilisées par leur enfant au cours de l'année scolaire. Tiffaine Dubuart du service économie d'Europe 1. Image de la disparité de ces coûts pour la rentrée. Si le prix des fournitures est en baisse à l'échelle nationale pour les enfants qui entrent au collège, il est en hausse en Île-de-France. Pour les franciliens, faire ses courses de rentrée revient 19% plus cher que dans les autres régions. Étonnant, effectivement. Alors avant la rentrée, il nous reste encore quelques semaines de vacances quand même pour profiter de la chaleur ou tenter à l'inverse de trouver un peu de fraîcheur. Et c'est notre série de la semaine sur Europe 1. On prend un bol d'air quand il fait chaud et on prend de la hauteur ce matin direction les cimes alpines. De plus en plus de stations de ski ouvrent désormais leurs portes toute l'année, comme celle de Champs-Rousses au-dessus de Grenoble, où les températures sont en moyenne de 10 degrés inférieures à celles dans le bassin grenoblois. Le reportage de Noémie Noiselle. Au petit matin, vue sur le massif de Beldon, Léonore, 19 ans, et Esteban, 23 ans de Chambéry, profitent de la fraîcheur au bord des lacs Robert après avoir bivouaqué. Quand on passe de notre appart où il fait plus de 35 degrés, on arrive ici, il devait faire 18-20 degrés, donc c'était super agréable. On avait notre duvet, on n'avait pas trop chaud, pas trop froid non plus. Au sommet, à 2253 mètres d'altitude, sur la passerelle himalayenne, les courants d'air rafraîchissent les randonneurs comme Jo et Julie, ce couple de trentenaires. Au frais, mais avec le soleil. C'est la récompense, c'est d'arriver en haut, à beau point de vue, avec le vent qui nous caresse, qui nous rafraîchit et qui nous donne un petit coup de boost pour le retour. Sur le sentier, même les marmottes sensibles à la chaleur sortent de leur terrier. Regarde Elliot. Ah oui, je la vois. Marion, cette mère de famille de Nîmes, privilégie désormais les stations de ski l'été. On est à la fraîche tout le temps, on monte au sommet, on fait des pique-niques, on peut vraiment faire des activités. On vit pas à la clim comme on fait à la maison. Une tendance estivale que confirme Christopher Hardy, directeur de l'Office du tourisme de Champs-Rousses. L'année dernière, on a explosé littéralement les compteurs. On était passé à plus 50% en réservation sur la station. En fin de journée, les vacanciers se promènent sur le plateau de l'Arcel, domaine de ski nordique l'hiver, est aussi apprécié l'été pour ses balades en forêt autour des chaînes de montagne. Champs-Rousses, Noémie Loisel, Europe 1.
Et puis allez, un mot de sport, un premier match, un premier but et une victoire. Oui. Kylian Mbappé fait son entrée au Real de Madrid. Il a fait son entrée hier soir, c'était sa toute première titularisation depuis son arrivée chez les Merengues. Victoire 2-0 face à l'Atalanta Bergame en finale de la Supercoupe d'Europe. Bah oui, ça démarre plutôt pas mal pour Kylian Mbappé à Madrid, tant mieux pour lui. Merci Wilfried de Villers, à tout à l'heure. La météo des plages.